Donc Manuel Pomard, je suis artiste, cofondateur et responsable de la programmation de Lieux communs. Et j'ai le privilège d'être coprésident du Flirt aux côtés de Johan Pouzinc. Voilà. Donc le Flirt, fabrique du lieu idéal à rencontre du territoire, c'est un projet en cours d'écriture qui s'écrit en direct, qui vous est exposé dans son élaboration. Et dans ce programme, on a choisi d'inviter plusieurs structures qui sont pour nous des structures modèles, inspirantes, pour qu'elles témoignent et qu'ensemble, nous parlions de la même chose. Voilà. Et donc le Flirt se love au milieu de deux expositions, le speed dating qui se déploie à l'étage. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à monter les escaliers tout à l'heure, où un collectif et deux artistes répondent en écho des grands axes que Johan va vous développer du Flirt, et la COP qui est une exposition très très collective avec 104 artistes qui ont coopéré à 4 ou 6 mains, un peu, parce qu'on va quitter ce lieu dans 1 an et 2 mois, et on tient à le fêter finalement. Donc on réinvite des artistes qui sont passés en ces murs. Je laisse la parole à Johan. Merci. Merci Manuel. Du coup, je vais préciser un petit peu ce que c'est cette histoire de Flirt. C'est la deuxième fois qu'on flirte ensemble, déjà. En fait, viennent à l'origine de ce flirt, on est en 2024 et on partage un constat, différentes structures artistiques et culturelles de la ville de Toulouse, c'est la précarité de nos lieux. Alors, ce n'est pas des précarités qui sont forcément visibles, mais ici, par exemple, quand tu dis que vous déménagez dans 1 an et 2 mois, c'est parce que les contextes changent, on est sur des baux qui sont privés de location, et en fait, chaque structure a un petit peu son propre contexte. Nous, à la Maison de l'Archi, on était dans un local dans lequel les architectes ne se sentaient pas forcément représentés. Et du coup, il y a une perte d'intérêt comme ça pour les lieux structurels au fur et à mesure, qui n'a pas été facilitée avec le Covid, parce qu'avec le Covid, on a vu aussi pas mal d'absence de public. Donc en 2024, on a commencé à se réunir sur l'idée de pouvoir peut-être fabriquer un lieu commun, collectif, avec différentes structures culturelles et artistiques de la ville de Toulouse. Et aujourd'hui, quand tu dis qu'on est coprésident, on est coprésident du coup d'une association qui s'appelle Flirt et qui sera opérationnelle et qui rassemble 4 membres fondateurs aujourd'hui, la Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées, lieu commun où on est aujourd'hui, Air de Midi, le réseau d'art contemporain Occitanie, et le Nouveau Printemps, Festival d'art contemporain. On a monté ce projet aussi avec le BBB, dont on attend d'avoir des nouvelles sur du long terme, parce qu'on est dans un contexte économique qui ne leur est pas favorable. Ceci dit, on a quand même une volonté, c'est de travailler ensemble, et de travailler ensemble en toute intelligence à fabriquer un lieu idéal. Et pour fabriquer un lieu idéal, ce que tu disais, c'est qu'on a besoin d'inspiration. Donc ce qu'on fait, c'est on continue de faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, c'est de la programmation culturelle et artistique. Donc nos recherches, on les rend publiques. En gros, c'est ça que vous devez voir aujourd'hui. C'est l'ensemble de nos activités, des expositions, des rencontres et des conférences. Et aujourd'hui particulièrement, ce sont les Journées nationales de l'architecture. Donc pour les Journées nationales de l'architecture, on fait l'honneur aux architectes et à l'architecture et à certaines pratiques. On a écouté tout à l'heure Yvan Détras de Bruit du Frigo et Samira Etmedi de la Nouvelle Agence sur un cas particulier qui nous fascine un petit peu, c'est la Fabrique Paula. Donc on a invité plein de gens de la Fabrique Paula pendant ce flirt en 2 mois pour essayer de comprendre tous les angles de la Fabrique Paula et pour la connaître par cœur. Et maintenant, on a l'honneur d'accueillir Victor Mesters de Rotor. Rotor, tu vas nous en dire plein, je suis sûre, mais moi, la première fois que j'ai rencontré Rotor ou que j'étais en contact avec Rotor, c'était par hasard au Barbican Center. Il y avait une exposition sur M. Koulas et vous aviez fait la scénographie. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir avec le réemploi ou tout ce que vous avez réussi à faire ou à mettre en place. Vous venez de Belgique, toi tu as été étudiant en France. Tu es architecte et designer, et Rotor a mis en place des projets de recherche et des projets de structuration de filières de réemploi pour la déconstruction de bâtiments à très grande échelle. Donc j'ai beaucoup de respect parce qu'en fait ici ça nous manque énormément, et je suis ravie que tu aies accepté cette invitation.
Je devais faire de la pub. Voilà, donc toi, tu as oublié. Donc je fais de la pub pour nous, avant, et je te laisse le micro. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des... ouais, ça va s'appeler Déconstruire pour me construire. C'est toi qu'on reçoit. Alors, c'était pas cette publicité-là, mais bon, ça quand même, si on reçoit quand même des soutiens, c'est pas mal de le dire quand même. Chacun a ses propres soutiens en tant que structure, mais nous, la Maison de l'Architecture, on est soutenu par l'ADRAC, la région Occitanie dans le cadre du Flirt, Toulouse Métropole, le fonds de dotation Quartus et un tout petit peu l'Ordre des architectes aussi qui nous soutiennent dans ces activités de conférences et de partage au grand public. L'autre pub que je voulais faire, c'est que Lieu commun a à la vente des tickets de tombola. Pourquoi ? Pour pouvoir gagner les œuvres de la coopérative, qui sont des œuvres qui ont été coproduites ou triproduites par différents artistes avec qui Lieu commun travaille depuis une trentaine d'années. Ces tickets de tombola sont à un certain tarif, je crois que c'est 5 €, et ils sont en vente quelque part, dont on vous dira au bar, là, voilà. Et l'autre point de vente, parce qu'en fait les associations sont quand même très dépendantes finalement de vos participations, parce que si on peut faire des programmes gratuits, c'est parce qu'on vend aussi parfois des trucs. Nous, on vend des bouquins, on fait beaucoup d'éditions à la Maison de l'Architecture. Pour ceux qui ne nous connaissent pas trop, on a un journal qui s'appelle Plan Libre, mais qui s'appelle Plan L maintenant, parce que il y a Laetitia au fond là-bas qui montre un journal avec 4 étoiles, qui quand on l'ouvre, vous allez voir, de l'autre côté, quand on montre la couverture, ça fait Plan L. Voilà. Et ça, pour ça, on essaye de faire bien les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Voilà. Je pourrais le redire à la fin encore, pour faire 2 fois de la pub parce que c'est important. Et maintenant, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Et je suis ravi de voir tout ce monde un samedi soir pour écouter une conférence d'architecture. Donc, merci d'être venu. D'ailleurs, j'ai prévu un petit exercice pour un peu se réveiller parce que voilà, samedi soir, ça peut être un peu difficile. Mais avant, voilà quelques mots sur Rotor. Alors, j'ai essayé de faire cet exercice du lieu idéal puisqu'on est dans ce cycle de conférences sur le lieu idéal et poser cette question un petit peu au prisme de Rotor, donc la structure à laquelle j'appartiens, et comment on est venu à notre lieu idéal finalement, quelles sont un peu les étapes. Donc ce que vous allez voir ce soir, c'est des projets de Rotor, c'est aussi des petites leçons d'économie circulaire. Il y a toute une série de mots et de notions que je vais vous partager. Et puis toutes ces petites étapes peut-être qui ont conduit à notre lieu idéal. Alors ici, vous avez une image d'ailleurs de ce lieu idéal, puisque c'est l'équipe déjà qui fait partie de notre idéal, une trentaine de personnes qui travaillent au quotidien à Bruxelles. Et puis le dépôt de matériaux, puisqu'on vend des matériaux de seconde main, donc on déconstruit des bâtiments et on les remet en circulation. Donc vous avez une image il y a 2-3 ans d'une partie de l'équipe avec voilà à quoi ressemble notre lieu idéal pour le moment, des stocks de matériaux issus de la déconstruction. On était fondé en 2005 à Bruxelles, donc ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille avec un objet un peu commun, les flux de matériaux dans la construction, dans l'industrie. On est structuré sur 2 entités. On a une association à l'origine qui est Rotor, sur laquelle on fait des projets de design, des projets de conseil, puisque avec la connaissance qu'on a, on partage, on aide des maîtrises d'ouvrage ou des architectes à réaliser leurs ambitions en termes d'économie circulaire. On fait des conférences, des expositions, de la recherche. Et puis, un des projets de recherche est devenu une société coopérative qui s'appelle Rotor Déconstruction. Donc c'était un projet, un pari de dire est-ce qu'on peut vivre uniquement de la revente de matériaux de seconde main. Donc est-ce que l'activité économique du réemploi est possible sans subvention. Et donc c'est une coopérative qui est sortie de l'assaut et qui aujourd'hui emploie 20-25 personnes et une quinzaine sur l'association. Disons qu'on a cet objectif un petit peu commun. Ce qui nous réunit, c'était de questionner l'architecture, mais pas uniquement la partie émergée, donc la partie construite, mais dans sa globalité, puisque si on pense à l'architecture, en fait, c'est peut-être 2 choses. C'est d'un côté des matériaux qui sont assemblés dans un contexte urbain, mais c'est aussi une soustraction de matière d'un autre côté qu'on ne regarde jamais. Et on se posait la question, est-ce que les 2 côtés ne font pas partie de l'architecture, donc c'est-à-dire les mines
et les autres déformations topographiques qu'on peut avoir pour créer l'architecture. Donc on a peut-être voilà, un point commun dans Rotor, c'est d'essayer de regarder cet ensemble-là, et pas uniquement la partie construite, mais aussi la partie soustraite. En d'autres termes, voilà une image d'une mine de cuivre ici et d'un bâtiment assez connu, très connu même, à New York. Et l'un va pas sans l'autre finalement. Et nous, on se posait la question, est-ce qu'on ne peut pas plutôt changer de monde, et un monde qui serait plus comme celui-ci, c'est-à-dire où ce bâtiment a été construit à partir de la déconstruction d'un autre bâtiment, et éviter de faire des trous un petit peu partout. Alors voilà le petit exercice. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de ce monde d'économie linéaire à un monde d'économie circulaire? Ça veut dire de changer ses habitudes. Donc là j'ai un petit exercice, ça va nous réveiller tous et toutes. C'est un exercice physique, de gymnastique, que je vais vous demander de faire, que j'ai emprunté à Denis Meadows. Ça vous parle peut-être, c'est un des co-auteurs dans les années 70 de Limit to Growth, qui est un rapport sur le développement économique et l'impact écologique associé. Et donc c'est un des premiers rapports commandés par le Club de Rome qui montre qu'il y a un paradigme à changer et que ce modèle économique n'est pas soutenable. Et donc lui a fait ce petit exercice que j'emprunte pour questionner nos habitudes et à quel point c'est difficile de changer les habitudes si on veut changer de monde par exemple. Donc je vais vous demander à tous et toutes de croiser vos bras. Vous regardez la main qui dépasse. Si vous avez celle-là par exemple. Maintenant, vous décroisez vos bras, là, vous les laissez pendre un petit peu, et vous essayez de croiser dans l'autre sens, à l'envers. Alors, au-delà de vous réveiller, qu'est-ce que vous notez? C'est chaud? Donc, ça veut dire que c'est pas facile. D'autres sensations? Désagréables? Hésitation? Pas naturelle? Ça donne envie de vomir, contre-intuitif. Bon ben voilà, quand on veut changer de monde, quand on change d'habitude, c'est par là qu'on passe. C'est pas agréable, c'est pas naturel, c'est chaud à faire, etc. Et quelles que soient les habitudes finalement à changer, on passe par là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on s'entraîne tous les jours, bah, moi j'arrive à croiser les bras dans les deux sens sans problème. Et c'est un petit peu avec ça on est parti aussi chez Rotor, c'est est-ce qu'on peut fabriquer les outils et montrer une autre manière de faire pour que quand on croise les bras à l'envers, on n'ait plus la nausée et que ça devienne de plus en plus facile. Donc le monde qu'on décrit ou qu'on cherche, c'est un monde qui est décrit par plein de mots, le développement durable, l'économie circulaire, etc., qui sont assez galvaudés. Alors j'essaierai ici de mettre une définition assez large que je trouve pas si mal, de Walter Staël, qui est un auteur suisse, qui est l'auteur de ce mot économie circulaire, qui dit « L'économie circulaire concerne la gestion des stocks ». Et je m'arrêterai là finalement, parce que je trouve que c'est une définition assez large de dire voilà, on ne va pas faire des trous ailleurs, mais on va plutôt regarder qu'est-ce qu'on a en stock. On a produit tout ça, et finalement on va regarder le monde différemment comme des stocks à gérer. Et si on regarde dans ce sens-là, finalement, ça change beaucoup de choses. Et les travailleurs et les travailleuses qui étaient invisibles deviennent finalement les personnes les plus importantes. Par exemple, des récupérateurs, des déconstructeurs, des archivistes qui ont l'information sur les bâtiments, sur l'existant. Voilà, toute une série de jobs qui sont habituellement un peu invisibles, des techniciens de surface, des personnes qui entretiennent, etc., deviennent finalement les compagnons les plus importants dans ce monde. Alors je vais vous montrer une série de projets qui sont quelques petites leçons pour fabriquer notre lieu idéal, mais qui sont aussi des petites leçons d'économie circulaire. Donc le premier, c'est questionner les mots et les pratiques. Quand on veut changer de monde, ou quand on veut créer quelque chose, il faut définir les termes. Et le fait de définir, nommer les choses, ça permet de les faire exister, mais aussi les questionner. Alors là, en l'occurrence, nous, on s'intéresse au développement durable et on regarde la définition, qui est celle qui a été écrite en 1987 dans un rapport
voilà, qui définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc là, vous voyez, dans cette phrase, il y a déjà deux problèmes. Le premier problème, c'est répondre aux besoins du présent. Donc pour savoir quels sont nos besoins, ça veut dire qu'il faudrait réunir tout le monde, y compris les personnes qui ont peu de voix ou qui ne parlent jamais, pour savoir quels sont les besoins. Et la deuxième question, c'est que sans compromettre la capacité des générations futures, il faudrait aussi demander aux générations futures ce qu'elles ont besoin, mais elles ne sont pas nées. Donc en fait, on a en face une phrase qui s'appelle un concept essentiellement controversé, où tout le monde est d'accord pour, mais personne ne s'accorde de la manière de faire. Donc, parti de ça, on a décidé de faire un projet et de regarder partout où il y avait écrit, dans une petite aire géographique en Flandre, le mot développement durable. Donc, si on estime qu'on a besoin de McDo, alors McDo peut être durable. Mais si on estime qu'on n'a pas besoin, il ne peut pas. Mais donc, en Flandre, autour d'une ville, on est allé voir tous les endroits où il y avait inscrit quelque chose sur la durabilité soutenable, etc. Et on a demandé à un peintre de dessiner ces situations pour avoir une certaine distance critique, et puis après d'exposer ces peintures dans la ville, aux habitants de cette ville, pour qu'ils puissent regarder et d'une certaine manière débattre de cette question de durabilité. Donc voilà, des scènes de supermarché où il y a des produits durables, un showroom de panneaux solaires d'une entreprise belge qui a fait faillite parce qu'à ce moment-là, une entreprise chinoise a développé le secteur des panneaux solaires de manière beaucoup plus économique. La visite d'une maison passive avec les petits chaussons en plastique qu'il faut mettre pour ne pas salir, etc. Donc voilà, toute une série de situations sans regard a priori ont été peints et exposés aux habitants. Alors une deuxième notion, interroger les déchets. C'est vrai, finalement, d'où ça vient le mot déchet. On entend souvent dire, tiens, la poubelle, ça vient de Eugène Poubelle, c'est un préfet ou en tout cas une personnalité publique qui a donné son nom à ça. Donc, depuis quand ça existe, les déchets? Est-ce que c'est une invention humaine, les déchets? Et puis, quelle est la limite, surtout, entre un produit et un déchet? Quand est-ce qu'un produit devient un déchet? Sachant que la définition, si vous regardez, est très très floue. Dans le dictionnaire, un déchet, c'est le moment où un propriétaire décide de se séparer de son bien. Donc là, moi, par exemple, j'ai un téléphone. Si je dis que je veux m'en séparer, il peut devenir un déchet. Donc, ici, on est invité à la Triennale de Bruges en 2018. Et alors, la première chose qu'on fait, on se dit qu'on va faire un petit pavillon en récupérant le pavillon des autres, des Japonais, des concepteurs japonais qui avaient fait une installation ici. Et donc, on demande de récupérer la barge. Et puis, en soulevant la barge, il y a des petits crabes accrochés comme ça. Et on demande du coup à la ville, qu'est-ce que c'est ces crabes finalement? Ah non, ça il ne faut pas regarder, c'est des nuisibles, c'est des espèces invasives, on les zigouille, elles n'ont rien à faire là. Alors on dit, attends, on ne veut plus la barge, on veut les crabes. Donc là, à ce moment-là, on s'est mis à élever des crabes chez Rotor. Donc on avait des grands aquariums avec des milliers de crabes. Et à étudier ces nuisibles, ces déchets, pour comprendre comment ils sont arrivés. Donc là, ils sont installés dans les canaux de Bruges, ils se reproduisent, et puis finalement, on apprend qu'ils viennent du commerce maritime, ils viennent de Chine, il y a 100 ans, ils étaient accrochés au ballast des bateaux. Donc ces déchets nous informent sur le commerce mondial, sur la migration, sur la géographie aussi, puisqu'ils sont bien plus dans les canaux de Bruges qui leur rappellent un peu les rives du Yangtze d'où ils viennent. Et puis on apprend aussi qu'en Chine, c'est des mets de luxe qui sont mangés à un certain prix, une assiette. Donc c'est ces crabes avec des pinces velues. Et on décide du coup dans cette exposition, cette triennale, de faire un cabinet de curiosité pour raconter toute l'histoire de ces crabes, de ces déchets, et voir toutes les facettes qui questionnent ces nuisibles. Et puis on va un petit peu plus loin et on propose à des chefs assez renommés de les cuisiner. Donc on construit une petite cabane à Zeebrugge sur la partie au bord de mer, et on invite tous les mois un chef pour faire un dîner avec ces crabes. Alors c'est ceux qui sont dans la mer du Nord, pas des canaux, mais pour montrer que finalement ces déchets peuvent être perçus comme des ressources.
Alors une autre notion, changer la perception de l'existence, ça paraît assez évident. C'est vrai que plutôt que changer de lieu, détruire le lieu, est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer le regard qu'on a dessus? Voilà, ici on est à Gand, dans les Flandres, et il y a un projet de transformer cet ancien site portuaire industriel en espace public. Et donc une des propositions qui est faite, c'est de le peindre en blanc pour pouvoir voilà, sortir de la lecture industrielle pour en faire un objet architectural autre. Donc c'est vrai qu'il y a un tout petit budget. Et puis nous, on est invité comme un 1% artistique à intervenir chez les architectes qui veulent peindre en blanc. Et on leur dit, avant de peindre en blanc, regardons ce qu'il y a déjà d'existant sur cette barge. Et peut-être qu'on pourra en faire quelque chose. Donc on a un collègue qui se passionne pour les champignons, donc il prend en photo tous les champignons, il dit « Ah mais tiens, c'est marrant celui-là, ça veut dire qu'il y avait tel type de milieu, d'acidité, etc. » Donc ok, chouette histoire, on garde les champignons et on dit « Il ne faudra pas peindre, il faut garder quelques champignons, ça nous raconte l'histoire du stockage. » Il y a un autre scénographe chez nous qui se passionne pour les graphes et qui commence à faire un peu le curator des graffitis, et pareil, on en protège de la peinture certains. Et puis même des belles décolorations du béton ici, puisqu'on stockait des matières, du ciment, etc., qui ont décoloré ce béton, mais qui font des belles textures. Et en protégeant ça, en fait, on a laissé l'entreprise peindre. Et donc, au lieu d'avoir uniquement cet espace public, finalement, on a proposé de changer la perception de ce lieu en révélant les traces du passé. Et en plus d'un espace public, ils ont eu une galerie d'art. Alors, transformer l'usage, dans un lieu idéal aussi. Peut-être qu'on arrive dans un lieu qui est déjà existant. Et ça paraît de manière évidente, avant de réemployer, maintenir les choses. C'est la première chose à faire, et essayer de trouver des usages différents. Et ici, on est en 2014 à Paris, donc on est rue du Plâtre, et la Fondation Lafayette, qui veut ouvrir une fondation d'art, nous demande de venir faire une scénographie pour leur prolégomène, donc c'est des discussions qu'ils ont. Donc avant la fermeture de ce bâtiment. Donc vous êtes peut-être passé par là à Paris. Maintenant, c'est un bâtiment qui est la Fondation Lafayette Anticipation, qui a été rénové par M. Colas, enfin son bureau. Et puis nous, en fait, on trouve que c'est vachement dommage de murer ce bâtiment pendant 3 ans avant les travaux et de faire une petite scénographie. Ici, ça coûte le mètre carré coûte une fortune. Tout le monde rêve d'avoir de la place. Ils vont faire ce projet-là, voilà. Et du coup, on leur propose, pour le même budget des 30 jours d'aménagement de la scénographie, on dit, nous, on fait une rénovation du lieu entier et vous ouvrez 3 ans avant votre fondation, d'où la Fondation Lafayette Anticipation. Donc, ils ont dit, OK, allez, c'est parti. Et donc, la question, c'est comment transformer ce lieu en une résidence d'artistes. Donc, on a des pièces comme ça, des salles de classe. Là, par exemple, le faux plafond arrive devant les fenêtres, donc on propose de surélever le faux plafond pour retrouver une belle lumière qui ferait un peu plus une lumière d'atelier d'artiste. On a une série de murs qu'on propose de couper pour retrouver un grand plateau pour organiser leurs discussions, donc voilà, avec quelques coupes et un minimum de peinture. Puis à l'étage, il y a un studio de mode avec ce grand faux plafond. Et il nous manque une grande table pour faire des grands dîners, donc on propose de le déposer, de le transformer en une table avec des luminaires, etc. Et donc finalement, avec ce petit budget, ça a permis une petite rénovation, d'ouvrir ce lieu 2 ans avant et de pouvoir faire leur prolégomène et une résidence d'artistes. Alors un autre concept dans l'économie circulaire que vous connaissez probablement, c'est la modularité. C'est vrai qu'il y a une chose assez pratique dans la modularité, c'est que c'est interopérable, on peut le changer, on peut les combiner. C'est des choses souvent un peu mobiles. Vous voyez les échafaudages ensemble, on peut augmenter, même si d'une marque à l'autre ça marche pas. Mais donc là, voilà un projet qui s'est basé là-dessus. Un musée à
à Ostende, donc au bord de la mer en Belgique. Et l'équipe nous appelle puisqu'ils souhaitent changer la scénographie. Donc ils sont un petit peu arrivés au bout de l'espace qu'ils ont, un peu à bout de souffle. Et nous, on leur propose avec leur équipe de réfléchir à une nouvelle manière d'habiter cet espace et de faire des expositions. Alors encore une fois, on voit qu'il y a les cimaises ici qui cachent la lumière. Donc on leur dit, voilà, on a regardé un peu l'espace, il y a toutes ces cimaises, c'est quand même pas mal de matière. Ce qu'on propose de faire, c'est de couper ces cimaises, d'en faire des mobiliers autostables et de retrouver la lisibilité du lieu. Et donc là, on réfléchit avec les techniciens du musée, puisque c'est eux qui devront manipuler au quotidien ces cimaises. Et on fabrique à la découpe toute une série un vocabulaire, disons, de cimaises qui peuvent être déplaçables et ajustables et proposer un autre type de scénographie. Et au passage, on retrouve les qualités du lieu, sa lumière naturelle, etc. Alors, un autre concept intéressant, c'est d'utiliser les chutes. Et d'ailleurs, ce concept-là, il arrive du premier projet qu'on vient de voir, là, du projet précédent, puisque en déplaçant, en modifiant ces cimaises, on s'est retrouvé avec beaucoup de MDF. Et au même moment, on avait une commande pour faire un petit kiosque d'accueil dans cette église qui est désacralisée à Anvers. Et donc on s'est dit, bingo, on a déjà de la matière dans un autre projet, pourquoi on ne construirait pas avec? Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec un contexte qui n'est vraiment pas évident, un style architectural. Alors on croit que c'est ancien, mais finalement c'est pas si ancien que ça, c'est en béton, il y a beaucoup de béton dedans, etc. Mais voilà, il y a un vocabulaire architectural qui est très lourd. Et donc, finalement, dans la question du réemploi, c'est un peu comme dans le jazz. Si tu veux faire du free jazz, il faut connaître ces gammes de classiques. Et donc dans le réemploi, c'est pareil. Si tu veux pouvoir un peu au dernier moment proposer un aménagement un peu cohérent, il faut connaître un peu les langages architecturaux qui existent, les classiques. Donc on a ces cimaises en MDF. Et puis avec toutes ces petites chutes, ça nous rappelle un peu la décoration qu'on peut voir néoclassique dans cette église, mais ailleurs. Et donc là, on se dit, bingo, voilà, on n'a pas de matière à apporter, on a juste un assemblage, mais il fallait trouver la clé, c'était un des classiques. Et là, on compose ce petit kiosque, à 100% à partir des matériaux réutilisés à côté. Alors, une autre notion importante dans l'économie circulaire, c'est inventorier. On l'a dit tout à l'heure, l'économie circulaire, c'est la gestion des stocks. Donc si on veut gérer des stocks, il faut faire un inventaire. Chez vous, vous devez peut-être faire un inventaire de vos chaussettes seules ou celles qui sont en trop, etc. En tout cas, d'une manière générale, la question de l'inventaire devient assez importante puisque si on ne représente pas, on ne peut pas manipuler la dimension. Donc il faut donner une visibilité à ces ressources qu'on aurait dans un bâtiment, par exemple. Donc là, on est à Paris et Paris Habitat rachète ses casernes militaires pour transformer en logements sociaux et nous demande de les accompagner une série d'architectes, puisque c'est un concours international, il y a 6 équipes, et les accompagner à réutiliser les matériaux dans leurs projets. Donc il y a des rénovations, des transformations de ces casernes en logements, puis il y a des constructions neuves. Alors la première chose qu'on fait, du coup, c'est un audit, un inventaire de ce bâtiment. Donc là, on a un opérateur qui démontre un peu comment il fait. Mais la question, c'est pas de lister tous les matériaux qui sont démontables, puisque ça suffit pas. En fait, il y a peut-être pas d'économie derrière certains matériaux. Il y a peut-être de la pollution, il y a peut-être une usure un peu trop avancée. Donc, on propose une méthodologie en disant, on va regarder tous les matériaux qu'il y a dans ce bâtiment, et là où il y aurait une filière professionnelle qui revend ces matériaux de réemploi. Et finalement, on trouve des revendeurs de planchers, de radiateurs en fonte, des poutres en bois. Donc ça nous indique qu'il y a un marché. Donc s'il y a un marché, il y a potentiellement quelqu'un qui voudrait bien le reprendre et que ça a une valeur marchande. Donc on dit, si vous ne voulez pas vous embêter, vous réutilisez uniquement les 5 premiers, on est sûr que ça a une économie. Puis après, il y a une série de matériaux qui ont des garde-corps, des placards en bois ancien qui ont une bonne qualité, mais il n'y a pas de marché. En tout cas, on n'a pas trouvé de revendeurs qui revendent ces matériaux, mais par leur quantité ou leur qualité, mériteraient d'être sauvegardés.
Donc si vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez aller là-dessus, essayer de les réincorporer dans votre projet. Et puis après, toute une série de choses un peu plus anecdotiques qui pourraient nourrir une ressourcerie ou des besoins très ponctuels de chantier, peut-être une planche, voilà, etc. Donc là, vous avez une image d'un inventaire, c'est assez bête, hein, en fait, le bâtiment de provenance, une image de quoi on parle, la quantité, etc. Dans certains cas, il faut aller plus loin. Il faut faire des tests par observation, en tout cas. On va essayer de limiter des tests qui seraient trop compliqués. Mais par exemple, les ardoises en toiture, ici, s'avèrent d'être pas de bonne qualité, puisqu'il y a des inclusions ferreuses dedans, de la pyrite de fer, donc ça rouille. Donc on sait qu'on ne va pas les remettre en toiture si elles sont déjà à moitié rouillées. On va avoir un trou dans 5 ans. Il y a des réparations qui ont été faites à l'amiante, donc on écarte certains lots. Mais autrement, il y a d'autres lots qui suscitent l'intérêt. Il s'avère qu'il y a des revendeurs qui reprennent ces radiateurs en fonte et qui les décapent dans des bains et vérifient l'étanchéité. On retrouve même dans les archives les catalogues des performances de l'époque. Donc on peut brancher, on peut calculer la taille du tuyau pour mettre en chaudière basse température avec ça. Donc l'ingénieur est tout à fait relax. Donc il n'y a plus de raison de ne pas les récupérer. Ici, voilà des exemples de radiateurs qui ont été réincorporés. Donc voilà, pour aller plus loin, réparer, ça va paraître assez évident. Qu'est-ce qu'on peut réparer dans l'architecture ou dans les éléments qui le composent? Donc ici, on a une série de matériaux qui ont retenu notre attention et passé un peu les critères de sélection de réemploi. Donc ici, on a des armoires en bois massif. Elles sont en grande quantité, elles ont été faites sur mesure ici. Après, le cadre a un peu flanché, la surface doit être rénovée, donc il faut faire des tests de décapage et remise en vernis. Donc là, on a différentes techniques. Et puis pareil, comment on les réintègre dans un mobilier neuf. Ici, un dessin avec un petit jour pour absorber le flambement, ou alors là, on les remet sur charnière en les coupant en deux. Et on propose en fait aux architectes de faire des prototypes pour convaincre de la faisabilité du réemploi et du reconditionnement de cette fourniture, mais aussi les entreprises qui remettront des prix, parce qu'en général, quand on met réemploi, elles font x5 en disant « Oh là, je ne sais pas ce que c'est ». Et là, on peut leur montrer un document avec un échantillon, et elles sont tout à fait convaincues et disent « Ah ok, voilà ce qu'il faut faire, on a balisé le chemin ». Et on peut faire ça sur une série de matériaux, donc les robinets, les lavabos sont trempés dans des bains acides pour être décapés. On change le robinet puisque lui a une cartouche de gaz dedans, donc c'est pas évident à réutiliser. Ces luminaires ici sont déposés, on les recable avec du LED, etc. Donc une série de matériaux sont remis en état et montrés aux entreprises la procédure. Alors parfois, réparer, ça ne suffit pas. Il n'y a pas l'usage prévu dans le bâtiment, mais une autre notion, c'est de détourner. Alors c'est vrai que là, il y a un peu un fourre-tout créatif pour le meilleur et pour le pire, mais souvent pour le meilleur. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut lui donner une valeur ajoutée ou alors le réduire un peu? On parle souvent de upcycling, c'est finalement valoriser de manière supérieure le matériau. On pourrait parler de downcycling, mettre une application un peu plus pauvre. Et ici, on a les toilettes des généraux de cette caserne, donc avec du Trespa. Le Trespa, c'est le nom générique, je crois que c'est HPL, c'est High Pressure Laminate. C'est une résine pétrochimique avec du papier craft qui est pressé à haute température, donc c'est une aberration écologique. Mais une fois que c'est là, c'est indestructible, c'est vraiment le Superman des matériaux. Il résiste à 200 degrés, à 180 produits chimiques, ouais. Donc vous le trouvez dans les sanitaires des piscines, etc. Donc on décide de les déposer ici et ça devient un panneau de menuiserie et de l'envoyer à la CNC pour en faire des mobiliers pour le Crous. Donc voilà un exemple de survalorisation de cette matière. Donc le Crous a pu être fait avec ce détournement de ces panneaux en mobilier. Et puis on a une série de bonnes nouvelles, puisque sous le bitume, on retrouve des pavés, c'est assez classique. Et puis en fait, la mairie de Paris a un dépôt de matériaux internes, un dépôt de voirie.
et récupère ces pavés et a tout un outillage pour scier ou fendre les pavés. Donc là, en l'occurrence, on propose c'est des gros pavés, donc on peut les scier en deux et ils restent toujours assez gros pour être carrossables. Et on propose de les multiplier comme des petits pains et d'avoir une surface sciée pour la zone à mobilité réduite et puis la zone bombée, on l'utilise en pavé enherbé pour récupérer l'eau. Alors il y a une architecte qui demande de garder aussi toutes les grilles et les rambardes. Et elle dit ça c'est super, ça peut faire du mobilier urbain. Donc tiens, bizarre cette image. Voilà. Et en gros la question c'est combien d'opérations on peut faire pour être encore rentable. On entend souvent dire 2 coupes je suis rentable, 3 coupes je suis à perte. Donc la question c'est comment on peut transformer ces grilles en petits mobilier urbain, rack à vélo, etc. en un minimum d'efforts. Donc ici, voilà, on a fait quelques tests pour, avec un coup de meuleuse et une remise en peinture, en faire un mobilier. Bon alors, c'est des belles histoires, mais il faut savoir que dans la réalité du chantier, il y a eu énormément de complications, des radiateurs pollués au plomb parce que ils n'ont pas sorti les radiateurs quand ils ont fait le déplombage. Les grilles sont parties au recyclage parce qu'il y en a un qui s'est dit je vais me faire un billet avec. Les lavabos, beaucoup ont été fendus parce que la déconstruction n'a pas été bien faite. Et en fait, ça nous invite à regarder chacune des étapes, sont vraiment cruciales dans le réemploi, d'organiser une zone de stockage, protéger les matériaux. C'est des produits, ce n'est pas des déchets, il faut en prendre soin. Donc c'était un très très grand apprentissage et il y a toute la documentation sur tous les échecs de ce projet, si ça vous intéresse, qui est très très instructive. Alors, une notion qui me paraît assez essentielle aussi dans construire son lieu ou changer de monde, entre guillemets, c'est expérimenter par vous-même, puisqu'il n'y a rien de mieux pour comprendre que de le faire soi-même. Et donc, ça c'est une image que vous connaissez probablement d'un château fort en Bourgogne, le château de Guédelon, et c'est pas un château très vieux, il a 20-25 ans. Et pourquoi on construit encore des châteaux aujourd'hui ? En fait, des chercheurs et des chercheuses, des historiens de l'art de la construction au XIe siècle se tiraient la bourre pour dire comment on fait un four à chaud, comment on faisait des fenêtres en peau de chèvre à l'époque, etc. Et il y en a qui ont dit plutôt que continuer les archives, faisons nous-mêmes un château avec les outils et les techniques de l'époque, faisons 10 fours à chaud, reproduisons les techniques de l'époque. Donc là, vous avez quelqu'un avec un marteau qui casse le caillou pour le mettre ici. Et donc nous, on a dit qu'on allait faire pareil et on a décidé de faire nous-mêmes la déconstruction et d'ouvrir un hangar et une activité en déconstruction pour comprendre comment on peut remettre en circulation des matériaux. Sachant que c'est une pratique qui s'est faite depuis des millénaires. L'Empire romain, c'est plein de ce qu'on appelle les spolia, c'est les récupérations lors des conquêtes guerrières, c'est plutôt du pillage. Toutes les époques jusqu'à à peu près 1950 sont pleines de pratiques de réemploi et on trouve encore des catalogues des démolisseurs de début 1900 qui écrivent vente de matériaux, démolition, des marchés de travaux en adjudication où on venait acheter les matériaux lors d'une démolition. Je prends le parquet, moi je prends ça, etc. Donc on a décidé, nous, de le faire nous-mêmes, d'essayer de faire une entreprise de déconstruction et d'accepter des marchés de travaux comme ça avant la démolition. Donc de venir récupérer des matériaux. Ici, si on regarde sous la poussière, il y a des carrelages en céramique. Alors ça pose la question par où on procède en fait pour retirer les matériaux. La première chose, c'est la déconstruction, la dépose soigneuse. Donc on teste plusieurs techniques, on casse une première rangée pour avoir accès aux autres, etc. On se rend compte qu'il y a de la casse. Donc si vous voulez réutiliser un aménagement intérieur, vous allez peut-être en avoir que 50% ou 70%. Donc c'est important de le faire pour savoir ce qu'on va avoir. Il faut réfléchir à la logistique. Finalement, sortir ces palettes, c'est pas évident. Donc par la porte, par la fenêtre, il y a d'autres ouvriers sur le chantier. Donc ici, on les dépose dans des petites cagettes qui sont sorties par la fenêtre. Et puis, une fois qu'on l'a déposé, en fait, on ne peut pas les revendre. Vous n'allez pas vouloir m'acheter mes carreaux s'ils sont comme ça. Donc, il faut réfléchir au reconditionnement. Donc, on fait des tests manuels.
au début, mais c'est un peu long et vraiment bête comme travail. Donc on trouve finalement une solution acide, pareil pour les sanitaires qui mangent en fait le ciment. Et puis voilà, tous les efforts qui permettent de retrouver des matériaux pas neufs mais en très bonnes conditions. Donc ici vous avez des carrelages en céramique, on retrouve les catalogues de l'époque et la culture embarquée dans ce matériau. Il faut encadrer l'usure aussi. C'est vrai que vous allez me dire, bah ouais, mais ton carrelage ici, il a des bris, je ne veux pas le payer aussi cher que l'autre. Donc on fait des catégories A, B, C en fonction de la taille des éclats. Et puis réemballer. Donc voilà toutes les étapes finalement qui sont nécessaires pour le réemploi. Et comme on sait, le réemploi c'est 100% de main-d'œuvre, une main-d'œuvre locale. Donc il faut être efficace et essayer de limiter les étapes pour pouvoir vendre des matériaux à un prix acceptable, comparatif à un équivalent neuf. Alors on peut se poser la question de c'est quoi l'équivalent d'un matériau local qui n'a pas d'impact carbone ou très peu. Mais ici, voilà, on s'est mis à revendre ces carrelages en céramique. Et puis on a fait ça sur une série de matériaux, donc des sanitaires, des matériaux plus contemporains, des caches radiateurs ici, courbes d'une tour de bureau qui font des super matériaux de design, des éléments structurels qu'on vend en structure ou en mobilier. Et puis voilà, au final, ça nous fait un premier catalogue pour concevoir avec du réemploi hors site, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir un bâtiment existant, mais on peut venir acheter ici et construire quelque chose de neuf avec des matériaux de seconde main ou réhabiliter un intérieur. Vous avez des images finalement ici de notre lieu idéal en construction. Alors on a déménagé plusieurs fois, on était au début dans le nord-ouest de Bruxelles avec un entrepôt qui était séparé des bureaux. Alors les coopérateurs déprimaient un peu, donc on a tout réuni au même endroit. Et puis en fait on a déménagé plusieurs fois parce qu'on était dans des bails d'occupation temporaire. Et finalement une activité de logistique comme ça, ça coûte 200 000 € par déménagement. Enfin ça coûte très cher, donc finalement le bail temporaire n'est pas une bonne solution. Et la dernière installation, enfin de mon vivant je pense, c'est ici où on va acheter un lieu, donc dans le nord-est de Bruxelles. On a mis beaucoup de temps à chercher un lieu dans un foncier qui est assez cher, mais qui pourrait être abordable. Et finalement, la solution d'acheter beaucoup plus grand et de gérer un site a été la solution pour notre lieu idéal. Ici, vous avez une image du projet et un concours d'architecture qui a été lancé là, cet été et qui va démarrer. Alors, 2-3 petites dernières notions pour terminer. Dans l'économie circulaire, en fait, on n'a pas accès à autant d'abondance de matériaux comme dans l'économie linéaire. Donc, penser la flexibilité, c'est vraiment important pour pouvoir peut-être remplacer un matériau par un autre quand on ne le trouve pas, selon les disponibilités, selon les couleurs, selon les formes. Pour illustrer ce principe-là, on a un projet à Bruxelles, c'est l'association Zineke qui fait des formations en chaudronnerie et aussi des chars pour des manifestations tous les 2 ans, la parade Zineke, et qui veut aménager son lieu. Donc il doit refaire par exemple ici une extension d'une façade, donc il faut couper la façade et donc avoir une nouvelle structure et des fenêtres. Donc qui dit fenêtre dit est-ce qu'il existe des revendeurs de fenêtres? On en trouve un ici en Belgique qui a toute une variété de fenêtres, double, simple, triple vitrage, des cadres alu, etc., qui a l'avantage aussi d'avoir un catalogue avec les dimensions et les quantités. Mais le problème, c'est que quand vous concevez un bâtiment, vous vous en rendez compte, peut-être que le moment où vous avez vu les fenêtres et le moment où elles vont être installées, il y a peut-être 1 an. Il y a un permis de construire, il y a une entreprise qui doit être choisie, etc. Donc on n'est pas sûr d'avoir ces fenêtres-là. Donc la question, c'est comment on dessine une façade pour un permis de construire alors qu'on ne sait pas quelle sera la fenêtre choisie. Donc là, alors c'est une façade sur cours, c'est un peu plus facile. Et on décide de faire une belle lettre à l'administration de Bruxelles et de montrer un dessin des plus ou moins grandes ouvertures ou petites ouvertures qu'on pourrait avoir selon les fenêtres qu'on a identifiées. Donc au maximum, ça sera comme ça, au minimum, ça sera comme ça. Ils ont été très compréhensifs et c'est passé. Et puis la deuxième question, c'est l'entreprise de construction. Pareil, c'est peut-être que le moment où ils vont avoir acheté les fenêtres, elles ne seront plus là. Donc comment lui indiquer, avec assez de souplesse et de flexibilité,
ce qu'on recherche. Donc on décide de dire on veut un lot homogène. Si elles sont toutes roses ou toutes bleues, ça nous va, mais on ne veut pas un lot dépareillé. Des performances énergétiques, mais par contre, elles peuvent être de la couleur que vous voulez. Présenter 3 échantillons, comme ça on aura un peu de choix. Un état d'usure superficiel, et puis les dimensions, maximum ça, minimum ça. Et en fait, cette flexibilité dans le dessin, ça permet, le moment venu, de pouvoir revenir chez le revendeur et de choisir les fenêtres avec assez de liberté pour composer la façade, plusieurs exemples qu'on propose aux clients, et composer la façade qu'on voudrait en réemploi. Voilà un autre principe important, cultiver son réseau. Finalement, dans l'économie circulaire, c'est très important d'avoir toute une série de relations pour être au courant aussi des choses qui sont disponibles. C'est le cas ici de la rénovation de cette petite librairie à côté de la Commission européenne. Le propriétaire, Antonio Parodi, ne voulait pas acheter de matière neuve, il voulait financer que de l'humain dans sa rénovation. Donc il a dit, je voudrais 100% de réemploi là-dedans. Alors bon, 100% c'est toujours impossible, hein, et donc ils nous ont contactés pour faire sa librairie, qui est par ailleurs une librairie assez atypique, puisqu'ils vendent les mêmes livres en 13 langues. Donc c'est à côté de la Commission européenne. Et donc il y a le même livre dans plusieurs langues. Donc voilà quelques outils qu'on a. On lui dit, on ne sait pas quelle sera la matérialité, mais on peut dire les usages. On aura un comptoir, des endroits pour exposer les livres, etc. Donc on fait des maquettes blanches comme ça. Et au même moment, on a des chantiers, une série de chantiers et aussi d'autres connaissances sur des matériaux qui vont être libérés. Donc ici, on a une banque des années 70 qu'on déconstruit avec un paquet de matériaux incroyables. On a à Gand la tour de livres de la librairie, de la bibliothèque, pardon, qui doit être rénovée. Alors ils nous demandent si on est intéressé pour récupérer les étagères. On dit bah oui, elles ont l'air super, et on les récupère. Par ailleurs, on leur demande après, mais qu'est-ce que vous allez mettre comme étagère? Ils disent on ne sait pas. Nous on fait quelques recherches et on se rend compte qu'elles ont été faites sur mesure pour leur tour de livres, qu'elles sont signées d'un designer américain qui a fait les mêmes pour le Congrès américain. Donc on leur a dit, si vous voulez, nous on a un super étagère pour votre projet. Et donc un an après, ils nous ont racheté les étagères qu'ils ont jetées parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, d'où l'intérêt des archives, etc. Mais donc on en a gardé quelques-uns pour Antonio Parodi et sa bibliothèque. Et donc ici, finalement, on a une librairie qui a l'air d'avoir toujours été là, mais qui a été composée à partir de matériaux de réemploi. Donc ça, c'est les caches acoustiques, les plafonds acoustiques de la banque, un sol récupéré, les luminaires, etc. Mais alors, il y avait un problème, c'est que on avait un petit geste architectural à faire, c'est faire cette alcôve. Là, on a fait une ouverture pour le comptoir. Et là, on était face à la question du neuf. Et alors, chez Rotor, on est très mauvais dans le neuf. Et il fallait choisir une couleur. Donc là, on s'est disputé pendant un mois sur est-ce que ça sera rouge, bleu, vert. Ah non, mais dans les bleus, ok, mais celui-là est mieux. Et perdu. Et heureusement, notre collègue scénographe passe au Théâtre de la Monnaie, discute avec les décorateurs qui nous disent qu'ils ont des containers et des containers de stock de sets de théâtre, de décors de théâtre, qui ne savent plus quoi en faire. Et là, bingo, ils nous envoient un mail et on dit si vous êtes partant, nous on vous rachète ce décor-là, et on n'a plus à se prendre la tête sur la couleur du papier peint. Et donc ils sont venus installer le papier peint le plus unique qu'ils pourraient avoir en réemploi. Dernière petite leçon d'économie circulaire, mais la plus évidente, donner de la visibilité aux ressources locales. Est-ce qu'on a fait l'état de l'art de ce qui existe avant de commencer à réinventer la roue? Finalement, là, on est à un festival de musique électro qui est super d'ailleurs, si je vous recommande d'y aller, à Bruxelles, le festival Horst, qui nous demande de construire une grande toiture pour leur événement, avec un très très petit budget. Donc à ce moment-là, on regarde finalement qu'est-ce qui existe, quels sont les revendeurs de matériaux. Alors un revendeur de matériaux issus de la culture comme Artstock ici, c'est In Limbo à Bruxelles, qui a des matériaux mais ça suffit pas. À Paris, il y a la Réserve des Arts.
Et puis, on recense une série de revendeurs, des gens qui font ça depuis parfois plusieurs générations, des démolisseurs, des antiquaires du bâtiment, mais qui ont la connaissance de déconstruire et de revendre des matériaux. Donc, on visite différents stocks, et puis là, on trouve sur Internet, sur Le Bon Coin, quelqu'un qui revend des serres. D'où l'importance d'avoir la visibilité là-dessus. Et on se dit, tiens, pour ce prix-là, on a une grande toiture, donc ça correspond pas mal. Et on décide alors d'acheter 2 serres en Normandie, de venir les démonter et les remonter à Bruxelles. Donc voilà un petit chantier de déconstruction, c'est un peu comme la construction à l'envers, il faut regarder les contreventements avant pour pas que ça nous tombe dessus. Il faut faire une notice de démontage pour pouvoir le remonter, donc noter les pièces. Donc voilà des documents en fait qu'on doit produire, des outils, et puis ils sont envoyés à Bruxelles. Et vient la question de l'adapter sur le nouveau site, puisqu'on a une cuvette ici pour pouvoir s'asseoir, et puis des serres qui sont trop basses. Et donc là, souvent dans le réemploi, il faut ajouter un élément neuf pour faire marcher l'ancien. Donc on achète des poteaux métalliques pour pouvoir surélever et adapter la serre au contexte. Voilà, et ça nous permet, si vous venez à Bruxelles l'été, de faire ces festivals sous cette serre de réemploi. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Le micro, il n'est pas très long, mais on peut le partager. J'espère que vous avez des questions, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses. Ne me laissez pas commencer, s'il vous plaît. Alors moi j'ai une question sur l'usage du réemploi dans l'espace public. Donc là tu as montré des exemples, à part les installations artistiques au début, mais qui sont plutôt destinés à intégrer des bâtiments, enfin de l'architecture, quoi. Nous dans notre pratique, on nous demande, et puis nous on essaye aussi de travailler aussi avec du réemploi, et c'est une exigence de plus en plus forte de la part des gens pour qui on travaille, des maîtrises d'ouvrage publics. Sauf qu'en fait, on se heurte à la disponibilité de stocks de matériaux adaptés à l'usage extérieur. Et notamment pour nous, ce qu'on développe, on est plutôt sur un matériau bois et qui se fait souvent en chantier participatif avec des outils à main. Donc on peut par exemple plus difficilement manipuler de la pierre ou des choses comme ça. Et on a beaucoup de mal en fait à trouver ces stocks-là, et voilà, je voulais avoir ton éclairage un peu de spécialiste là-dessus. Oui, en fait, dans le réemploi, il y a quelque chose de très ingrat, c'est que ce qu'on cherche en général, on ne le trouve pas. Il faut faire plutôt l'inverse, c'est dire qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et parfois, il y a des applications qui sont un peu difficiles, et il y a des logiques de filière derrière. C'est pour ça qu'on regarde les revendeurs, parce que ça nous indique un acteur économique qui a trouvé une économie sans subvention pour pouvoir faire la dépose, le reconditionnement et la revente des matériaux. Et malheureusement, il n'y a pas tous les matériaux qu'on voudrait. Mais par contre, il y a déjà une belle base de données de matériaux. Vous avez vu quelques images ici de cet annuaire qui s'appelle opalis.eu. Et puis finalement, tout ça, c'est des revendeurs. Alors, certains ont du bois. En effet, il y a la question de l'application. Si on prend ces revendeurs type Artstock, on ne pourra pas faire de l'architecture. C'est plutôt des éléments de scénographie qui iront plutôt dans la scénographie. Les éléments d'archi pour peut-être le paysage ou extérieur ne seront peut-être pas aussi forcément adaptés. Donc il faut trouver aussi des filières qui correspondent souvent à des usages un peu similaires. Alors dans l'aménagement extérieur et la voirie par exemple, c'est quelque chose en fait d'assez courant de récupérer les pavés, les bordures de trottoirs, et beaucoup de mairies ont des dépôts internes. À Paris, ils ont un dépôt où ils demandent en fait à leurs installateurs, à leurs entreprises de faire un contrat d'installation et pas de fourniture. Et c'est eux qui fournissent les pavés, qui récupèrent. Donc sur la pierre, ça se fait pas mal.
Et comme c'est des matériaux modulaires, c'est assez facile. Dans le réemploi, quand il n'y en a pas beaucoup, mais les matériaux modulaires, on peut semi-industrialiser un process. Et en plus, un pavé, ça ne pose pas beaucoup de questions. S'il a été installé 20 ans dans un endroit où il gèle tous les hivers, il n'y aura pas de problème s'il est gélif, etc. Voilà, sur le bois, c'est vrai que ça peut être peut-être plus contraignant. Le bois qu'on trouve souvent, c'est plutôt des bois de charpente, et puis qui a souvent une patine, donc qui est plutôt valorisé pour peut-être de la maison bourgeoise, de campagne, etc. Ou alors, une autre économie dans le bois sont les agriculteurs, c'est-à-dire les grandes halles en lamellé-collé, par exemple. Ça, on en a déjà réutilisé. Mais c'est un autre style, voilà, c'est un bois transformé. Mais donc, voilà, parfois, si vous avez mis beaucoup d'efforts et que vous ne trouvez pas, c'est que probablement, c'est peut-être un matériau qui est difficile à trouver ou pour certaines raisons économiques ou logistiques, etc., ou d'usage, existe peu. Et du coup, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Et puis, on ne peut pas tout faire en réemploi aussi. Et combiner le réemploi avec d'autres approches, des biosourcés, des géosourcés ou de la location. Parfois, ça peut être aussi des solutions. Au Japon, il y avait un exemple qui est intéressant, mais bon, au Japon, ils ont aussi beaucoup de bois, peut-être plus de patrimoine que nous. Mais leurs dépôts municipaux ont des stocks de bois. Et le village olympique, bon, ça reste le village olympique pendant le Covid au Japon, a été construit avec l'emprunt des poutres en bois de tous ces dépôts municipaux. Et ils les ont restitués 2 ans, 1 an après. Donc une logique de location finalement d'emprunt. Parfois là où une ressource serait peut-être un peu difficile à trouver, ça peut être une autre piste, mais voilà. J'ai pas plus de... On pourrait se pencher sur le sujet et regarder. Et voilà. Comment ça marche concrètement en marché public ? Ça marche ? Alors, à Toulouse, la métropole de Toulouse que j'ai rencontrée hier m'a justement parlé de tout leur marché public et les efforts qu'ils ont faits pour traduire un marché public, mettre de la flexibilité pour que ça marche avec le réemploi. Donc vous avez des exemples à Toulouse et des cahiers des charges qui ont été faits, etc., pour faire des commandes à des entreprises de réemploi, de matériaux de réemploi, mais qui soient adaptés à leur type de production. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, il faut mettre de la flexibilité et on ne peut pas mettre aussi des commandes trop grandes, etc. Il faut permettre peut-être des regroupements d'acteurs, etc. Alors nous, on a fait tout un travail juridique pendant plusieurs années. Il y a des guides qui existent sur cet annuaire au PALIS avec toutes les démarches de marché public pour extraire ou intégrer des matériaux de réemploi. Donc il y a un vade-mecum, c'est vraiment pas chouette à lire, mais la personne qui s'en occupe sera très contente de trouver, où on décrit comment organiser un don, une vente de matériaux quand on est un public, de faire une obligation de moyens ou une obligation de résultat. C'est vrai que si on ne sait pas trop, on peut dire on demande une obligation de moyens, c'est-à-dire prouver les efforts. Vous avez fait des efforts pour trouver des matériaux de réemploi ou en récupérer, donc demander un inventaire, demander un rapport des contacts qu'ils ont faits. Mais en général, c'est vrai que c'est un peu léger. Et sinon, on peut demander des obligations de résultat, c'est-à-dire inscrire concrètement, je veux tel type de matériaux de réemploi ou équivalent à ça, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de connaissances qui ont été faites là-dessus. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder dessus, mais la documentation est suffisante pour pouvoir l'inscrire. Ce qu'il faut maintenant, c'est vrai, c'est un dialogue entre les acteurs de réemploi et les commanditaires pour qu'ils puissent adapter des commandes un peu réalistes. Mais ça marche au niveau des entreprises en fait, qui vont restaurer les matériaux, etc. Où du coup on peut commencer à découper, mais pour les architectes par exemple, c'est-à-dire que vous en tant qu'en agence d'architecture répondrez à un concours. Est-ce que vous arrivez à proposer un 100% réemploi en concours d'archi ? Alors, il faut que la maîtrise d'ouvrage en ait envie, sinon, voilà, si les acteurs du projet en ont pas envie, on va un peu se casser les dents, c'est pas une bonne idée. C'est quand même des pratiques qui sont marginales et toujours, bon, qui ont déjà démarré. Mais voilà, il faut un contexte qui s'y prête un minimum. Ensuite, il faut cadrer son ambition. Peut-être que la maîtrise d'ouvrage ne sait pas et va dire « je voudrais que vous me proposiez du réemploi ».
et savoir cadrer. Est-ce qu'on met un petit pourcentage? Est-ce qu'on met un lot de matériaux, une méthodologie particulière? On a constaté que de 0 à 50 mètres carrés, on peut faire un truc 100% réemploi. Mais entre 50 et 500 mètres carrés, peut-être 10-20% de réemploi, c'est déjà une grosse ambition, parce qu'on parle de tous les lots de travaux, hein, fondations comprises, etc., qui pèsent beaucoup. Au-delà de 1000-2000 mètres carrés, peut-être certains revendeurs très structurés peuvent réunir des lots, puisque le réemploi, c'est un peu des différents petits cours d'eau qui peuvent faire une grosse rivière, mais c'est des lots disparates. Si on veut 2000 mètres carrés de carrelage, on va peut-être avoir 50 mètres carrés roses, 200 mètres carrés bleus, des 15-15 avec des 20 par 20. Il va falloir composer avec ça. Et donc, la question de l'échelle, c'est une vraie question, c'est l'échelle de l'économie circulaire, en fait. Si on veut un monde de l'économie circulaire, il est là, il a cette échelle. Mais si on veut demander à l'économie circulaire de faire de l'économie linéaire, je sais pas, un bâtiment de 50 000 mètres carrés, ce qu'on nous demande de temps en temps, en fait, ça n'a plus de sens parce qu'on ne peut pas trouver de matériaux en quantité suffisante pour nourrir cette voracité de ces échelles-là. Donc là, c'est plutôt de travailler avec l'existant, à tout maintenir en place, ne pas jeter, les réparer, etc., d'autres logiques. Mais la question de l'échelle est importante à considérer. Je pense globalement dans l'économie circulaire, même le bois, si on remplace le béton par le bois, on n'a plus de forêt dans le mode de production qu'on fait. Donc, la question, pour répondre à la question, cadrer les ambitions, c'est très important. Il y a un guide qu'on a produit aussi qui s'appelle « Mesurer et formuler un objectif en réemploi ». Donc, ça montre justement qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas promettre des choses irréalistes. Il y a aussi 40 fiches matériaux qu'on a produits. On a analysé la filière, plus de 1000 entreprises comme ça, et on a regardé les 40 matériaux les plus courants, donc des poutrelles en acier, des pavés, des sanitaires. Et on a fait des fiches techniques avec toute la connaissance scientifique pour déconstruire, reconditionner, mettre en place quelles sont les différentes contraintes que vont demander le contrôleur technique, etc. Et donc finalement, si on veut commencer par quelque chose de simple, on peut se fier sur ces fiches-là et on sait qu'il y a des revendeurs qui les vendent et la connaissance pour les reconditionner. Et donc là, on peut proposer plutôt des lots de matériaux plus qu'un objectif et dire, voilà, j'ai vu qu'il y a un revendeur d'acier qui fait de l'acier en réemploi. Je vais faire une partie de la structure. Voilà, une autre manière d'y répondre. Alors là, c'est toutes les arcanes des marchés publics. Moi, j'ai passé pas mal de temps, donc je connais différentes stratégies, mais c'est vrai que là, ça pose des questions de comment on formule le marché de travaux avec des clauses de réemploi. Donc il y a une piste, par exemple, si on ne veut pas trop s'embêter, on fait un lot réemploi. Et on dit à un acteur économique, tu vas récupérer les matériaux, les reconditionner, les stocker, les vendre à 1 euro symbolique à l'entrepreneur. Comme ça, on a sorti en allotissant le réemploi. On peut aussi, en effet, demander, comme je disais tout à l'heure, une obligation de résultat ou une obligation de moyens à une entreprise. Mais en général, si on a un entrepreneur général, ça va passer un peu à la trappe parce que c'est une petite chose sur un grand projet. Donc, le mieux, c'est de pouvoir allotir en différents corps de métier. Ça permet à des plus petites entreprises plus spécialisées d'y répondre, qui peut-être même à qui on pourrait demander de faire une dépose reconditionnement en repose, qui serait la même qui ferait l'ensemble, et donc qui pourrait garantir toute cette filière-là. Mais donc il y a des manières de formuler qui aident plus ou moins à intégrer du réemploi. Malheureusement, on a des habitudes dans certaines administrations, certains secteurs d'activité où c'est difficile de changer ces types de contrats, notamment parce que le réemploi n'est pas non plus une part souvent énorme dedans. Et après, il y a une autre possibilité, mais qui n'aime pas beaucoup les maîtrises d'ouvrage, c'est d'acheter soi-même les matériaux. Mais quand il y a un lot conséquent qu'on veut absolument pour le projet, c'est possible. Mais on lutte, c'est vrai, avec l'administration qui est pas outillée pour acheter des matériaux, qui va avoir un peu peur sur
la garantie du matériau. Alors il faut qu'elle le revende à un euro symbolique pour qu'il y ait une transaction quand même, etc. Mais c'est toujours une piste possible, mais ça marche mieux pour des petits particuliers. Des grosses maîtrises d'ouvrage vont souvent un peu freiner là-dessus. Ouais, bah c'est une question qui vient de manière récurrente, qui va avec les assurances et tout ça, mais la question qu'on va poser, c'est l'aptitude à l'usage en fait. Quel matériau pour quel usage? Si on a un carrelage antidérapant de piscine qu'on met au mur, on s'en fiche de connaître son coefficient de glissance. Et donc le matériau qu'on va prendre, il faudra questionner quelles sont les caractéristiques qu'on a besoin de connaître. Et dans certains cas, avec une observation, ça permet de connaître certaines informations. Et puis dans d'autres cas, en effet, on peut avoir recours à des tests, mais ce qu'on essaie d'éviter systématiquement parce qu'on se retrouve avec des coûts insupportables pour le projet. Mais donc, il faut réfléchir à l'usage qu'on a prévu. Si l'usage est trop contraignant par rapport aux matériaux de réemploi, en effet, peut-être que là, il faudra prendre en neuf. Mais il y a beaucoup d'usages qui sont possibles en réemploi, qui ne posent pas trop de questions. Et il y a aussi beaucoup de matériaux qui portent déjà toute une série de garanties. Par exemple, la charpente acier. Il y a un référentiel anglais qui est sorti, qui liste une série de points pour réutiliser de l'acier sans problème. C'est de regarder s'il faut que l'acier a été produit après les années 70 parce que c'est la norme d'harmonisation de production de l'acier en Europe. Pas de traces de corrosion dessus, pas de feu dans le bâtiment dans lequel il était installé, pas d'acier qui a servi à des ponts suspendus, etc., des trop gros efforts. Et si on a passé cette série de critères, alors il n'y a aucun problème pour réutiliser le matériau. Il est garanti 100 ans par ArcelorMittal. On va prendre la section supérieure pour être sûr. Et là, on a des charpentiers métalliques. Il y en a un d'ailleurs, je crois, pas loin, là, Métabo, quelque chose comme ça. Il y en a un près de Paris, Général Métal Édition. Lui, en fait, il récupère comme ça les aciers et en plus, il les transforme. Donc finalement, il a même son cachet de l'assureur qui lui a dit, il a décrit le process pour récupérer l'acier. Et l'assureur a trouvé que c'était tout à fait rassurant, puisque l'assurance, c'est la maîtrise des risques. Et donc il a maîtrisé les risques et il a un cachet avec sans problème pour installer de l'acier de réemploi. Alors lui, il surdimensionne un petit peu pour être sûr, mais il y a toute une série de matériaux qui ne posent pas tant de problèmes que ça. Il faut vraiment regarder l'application. Je parlais du pavé tout à l'heure. S'il était en Bourgogne pendant 30 ans, il a fait 30 cycles de gel-dégel, il n'aura pas de problème, il ne sera pas gélif, il n'aura pas de problème lié au gel. Et donc, dans certains cas, on a des entreprises qui fournissent des garanties. Dans d'autres cas, il va falloir plutôt nous montrer les étapes de récupération, transformation. Et ça permet en fait de rassurer l'assureur, le contrôleur technique, de dire je l'ai déposé comme ça, je l'ai transformé comme ça et je l'ai mis comme ça. Et puis si on donne en plus l'information d'une entreprise qui a une certaine année d'activité, un assureur m'a dit une note 5 étoiles sur Google, ça me rassure. Donc finalement, c'est assez trivial, mais finalement si on comprend comment il fonctionne et on pose la question de l'application qui est prévue, on peut vraiment encadrer la question. Après, il y a beaucoup de choses en effet qu'on ne peut pas faire. Tous les matériaux qui sont pollués à l'amiante, ça va être trop compliqué pour les nettoyer. Il y a certaines, en effet, contraintes structurelles qui sont parfois un peu plus lourdes que des aménagements d'intérieur. Donc peut-être quand on commence, on peut commencer par une petite crédence en réemploi, des portes, des choses assez faciles, et puis petit à petit s'habituer pour travailler avec des éléments qui sont plus contraignants. Mais déjà, toutes les finitions d'intérieur posent rarement des problèmes sur toute une série de matériaux qui pourraient être faits en réemploi et qui sont disponibles chez des revendeurs. C'est une bonne question et je ne suis pas très bon d'ailleurs là-dessus. Quand on regarde la carte, je ne l'ai pas entière là, mais quand on regarde la carte des revendeurs, finalement il y a souvent des grappes autour des métropoles et puis il y en a qui sont quand même en ruralité, là où le foncier est pas cher, ils peuvent stocker pour 10 ans et attendre le bon moment pour vendre les matériaux.
alors qu'en ville, il faut vendre très rapidement parce que ça coûte cher. Mais c'est souvent, c'est vrai, des revendeurs plutôt de matériaux anciens, des vieilles cheminées, des vieilles poutres, etc. Donc il y a une question, c'est de faire cet état de l'art sur tous les territoires pour pouvoir connaître les acteurs. Tous les contextes ne s'y prêtent pas, en effet, si on a des connaissances ou pas. Peut-être qu'il faut commencer petit s'il n'y a pas trop de connaissances. Après, j'ai un collègue à la campagne qui m'a dit un constat un peu similaire, qui m'a dit le réemploi, en fait, en milieu urbain, une métropole, c'est comme un cappuccino avec la mousse qui déborde. La ville, il y a plein de mousse qui déborde, donc c'est facile de récupérer de la mousse. Alors qu'à la campagne, c'est un café noir, il n'y a pas de mousse et les matériaux sont usés jusqu'à l'os et il n'y a pas beaucoup de flux de la même manière que l'urbain génère un paquet de déchets. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité différente probablement. Mais néanmoins, je pense que commencer par faire cet état de l'art, on trouve par exemple sur des sites comme Agri-Affaires, Le Bon Coin, etc., souvent des choses quand même dans des espaces ruraux, des charpentes en lamellé-collé, des vieilles charpentes en bois, etc. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident à récupérer ces choses-là, c'est par rapport au coût neuf. Mais voilà, mon conseil, ça serait de dire essayer de, peut-être le CAUE ou la Maison de l'Architecture du coin peut faire un travail d'identification des acteurs pour dire commençons par là et puis essayons d'acheter quelque chose chez lui pour le faire marcher et peut-être qu'il reprendra plus de choses si on achète chez lui, etc. Voilà, désolé, c'est peut-être pas assez complet comme réponse, mais c'est ce que je peux dire. Ouais, deux bonnes questions. Alors la première, c'est vrai que j'ai essayé de faire une présentation assez enthousiasmante parce que j'ai la même en complètement déprimante avec tous les déchets, les flux dans les mines, etc. Et je trouve on est assez rabâché par l'état de la planète, etc. Donc je préfère faire des présentations qui donnent envie. Mais en effet, il y a plein de problèmes. Le réemploi, c'est comme un grain de sable qui va rayer à chaque endroit de la machine. Et donc les problématiques elles sont très nombreuses. Dans la déconstruction, c'en est une. Tout ce qui est après la Seconde Guerre mondiale, il y a de manière générale les liants sont devenus plus rigides que le matériau. Donc les briques avant la Seconde Guerre mondiale étaient liées à la chaux, c'est très facile de les réutiliser. Après, j'ai entendu dire qu'avec le choc pétrolier, on a baissé la cuisson des fours de briques et pour compenser, on a mis du ciment dans le liant. Donc finalement, c'est dur à récupérer. Les carrelages, c'est pareil, ils sont collés maintenant à la colle Fix2 super strong. Alors que ceux qu'on a vus ici, c'est des carrelages de 1920, 1930 qui sont collés avec un mortier bâtard aussi, etc. Donc il y a une réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'intéresse au réemploi et on construit assez mal pour le réemploi. Alors c'est vraiment évident d'intégrer ça, la réversibilité, que ce soit la réversibilité spatiale ou dans les assemblages. Il y a des travaux dessus, mais c'est vrai que c'est pas systématisé. C'est très important de pouvoir y penser. Et nous, on y réfléchit quand on vend les matériaux, à dire est-ce que vous avez pensé à une pose réversible, etc. Mais néanmoins, il y a un autre problème, c'est que si on regarde les permis de démolition et tout ce qu'on démolit, il y a peut-être la moitié des matériaux qui sont démontables, même les 90% qui finissent à la poubelle. Tous ces matériaux, les charpentes en bois, charpentes métalliques, un plancher sur solive, etc., c'était fait pour être démonté et on n'arrive pas à les récupérer. Donc en fait, on peut penser toutes nos constructions réversibles, mais s'il n'y a pas la structure économique et l'économie derrière, en fait, on continuera à les jeter. Donc il y a ce paradigme-là, et on en vient sur la question de l'économie et des coûts. C'est qu'en effet, le réemploi, c'est 100% de main-d'œuvre locale, et donc elle coûte plus cher qu'une main-d'œuvre qui a fabriqué un matériau en Chine, en Inde, au Brésil. Et donc c'est très difficile d'être compétitif. Alors, si on regarde le prix d'un matériau, par exemple un pavé en grès belge, neuf, c'est 80 € le mètre carré.
un pavé de réemploi en grès en Belgique, c'est 60 € le mètre carré. C'est moins cher. Le même, enfin, équivalent local. Mais le pavé d'Inde, il est à 40 € le mètre carré. Neuf. Mais alors, il y a des enfants dans la mine. Mais le truc, c'est voilà, la question, c'est avec quoi on peut comparer un matériau de réemploi avec un neuf local, avec un neuf ailleurs. Donc ça, c'est une partie du questionnement. C'est pas une partie de la réponse, mais c'est une partie du questionnement. Après, le modèle économique, il y a plusieurs choses. Alors, je pense qu'il y a une grosse notion à prendre quand même et à accepter, c'est que pour moi, il y a la question de qui peut se permettre d'être critique et quel coût ça a d'être critique. Les premiers projets qu'on a fait chez Rotor, on était tous hyper mal payés et ça demande d'avoir peut-être des parents qui peuvent nous aider, etc. Et tout le monde ne peut pas être critique. Donc c'est un luxe aussi d'être critique. Donc nous, on a pu faire ça aussi parce que certaines personnes dans nos équipes avaient la possibilité de ne pas se payer à certains moments. Puis après, maintenant, on est payé correctement, mais c'est vrai qu'en augmentant nos salaires, on a abandonné des missions qu'on faisait au début et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Par exemple, les projets de design en construction, réalisation. Donc ça, on a fait beaucoup. Et le réemploi, ça demande beaucoup de temps. Donc on passait beaucoup de temps sur chantier, d'où nos salaires hyper bas. Au début, on était à 800, 900 € par mois. Et donc, parce qu'il fallait 3 fois plus de temps qu'avec un matériau neuf. Donc cette question, elle est à regarder un petit peu sous l'angle de qui peut se permettre d'être critique et quels sont les contextes. Et je trouve que c'est bien de l'assumer parce que sinon, on peut faire rêver aussi ou faire prendre des dangers à des personnes qui ne peuvent pas être critiques. Et puis après, l'autre question, c'est qu'on peut quand même rendre plus efficace toute une série de choses avec des réflexes de croiser dans les deux bras, toute une série d'outils. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de commandes avec le mot de réemploi, etc. Il y a de plus en plus de pratiques. Nous, on a des réflexes qui sont venus comme on aurait des réflexes sur une pratique architecturale. Depuis 30 ans, on utilise le même design, le même détail, etc. On sait où aller chercher l'information, on sait qu'il faut dessiner de manière un peu flexible pour reporter le temps sur le chantier. Donc il y a une manière de s'organiser pour réduire justement ce temps, réduire nos exigences aussi pour pouvoir avoir plus de souplesse. Et puis réduire les étapes aussi. Par exemple, chez Rotor Déconstruction, donc là c'est un autre volet, c'est la vente de matériaux. Ce qui coûte cher, c'est chacune des étapes, la déconstruction, la dépose, la logistique, etc. Donc on ne va pas forcément reconditionner tous les matériaux, on va les vendre bruts et dire si vous voulez on le reconditionne, mais ça sera plus cher. Mais peut-être que la personne sera OK pour soit le faire elle-même, soit l'avoir dans un état un peu usé. Donc réfléchir à quelles étapes sont nécessaires. Donc j'en parlais tout à l'heure avec l'aptitude à l'usage. Si tu as besoin d'un matériau pour tel usage, tu as peut-être besoin de certaines exigences, mais pour un autre, tu pourrais le prendre comme ça. Donc ça, c'est tout le travail d'essayer d'encadrer ça. On a changé un modèle économique aussi. On fait très peu de déconstruction maintenant, on fait plus du dépôt-vente. Et finalement, c'est pour rendre plus efficace le réemploi. Nous, on est bon à vendre des matériaux et on avait accès à un nombre limité de chantiers. Et en plus, le gros challenge d'une activité de vente de matériaux de réemploi, c'est d'avoir du cash pour payer des gens qui démontent des matériaux. Et on va récupérer ce cash peut-être 2 ans après, quand on aura vendu le matériau. Donc il faut des millions. Et on n'a pas des millions. Et donc on était très limité. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré beaucoup de démolisseurs. Et on leur a dit, nous, on vous propose de faire du dépôt-vente. Si vous avez tel type de matériau, on vous dit comment le déposer, on vous envoie un camion. Et si on vend le matériau, vous avez 50% de la vente et nous, on a 50% de la vente, du bénéfice. Ça permet de partager les risques. L'entrepreneur en démolition, il est déjà payé pour faire son travail, donc il est déjà installé, c'est un petit surcoût. Mais il va être un peu plus compétitif en ayant une clause réemploi peut-être, etc. Et là, ça nous a permis d'élargir sur tous les chantiers de Bruxelles et de faire monter en compétence les démolisseurs et de réduire aussi toute une série de coûts qui sont absorbés par des gens qui font ça tous les jours dans la déconstruction. Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire sur les outils pour passer à un modèle un peu semi-industriel sur certaines choses.
Je ne parlerai pas d'industriel parce qu'on n'est pas capable de faire de l'industrie. Mais par contre, on est capable d'augmenter l'efficacité. Il y a des matériaux modulaires, on sait qu'on peut les passer dans des machines, des planchers techniques, des pavés et en sortir reconditionnés. Mais on sera toujours limité par la quantité qu'on trouve. Mais il y a toute une série de machines et d'outils à inventer. Par exemple, aux États-Unis, j'ai vu un chasse-clous. Donc le nail kicker, c'est pour chasser les clous dans le bois. Et les poutres en bois de réemploi sont pleines de clous, on scie, ça fait sauter la scie, etc. Donc ils ont inventé ce pistolet à pression qui chasse les clous. Adapter des machines pour tailler le mortier des carrelages et les passer comme ça. Donc il y a tout un travail un peu en partant de l'artisanal et le bricolé pour augmenter l'efficacité. Et je ne parlerai pas de massifier parce que c'est vraiment pas le bon vocabulaire de massifier le réemploi, mais d'augmenter en tout cas tout ce qui se fait. Ça permettrait que ce réseau de PME, parce que c'est un réseau de PME finalement qui fait ça, de vendre plus de matériaux, d'en récupérer plus. Je ne crois pas qu'une échelle type multinationale marche là-dedans, parce que si on regarde toutes ces entreprises, la moyenne c'est entre 1 et 20 employés, donc c'est 4-5 employés. 500 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est que des petites structures très proches du territoire, des décideurs qui connaissent leur métier. Et à chaque fois qu'il y a un acteur assez important de l'industrie qui s'y met, ils n'arrivent pas parce qu'il y a trop d'échelons, les marges sont trop faibles, etc. Donc il y a une belle promesse, c'est que c'est peut-être aussi un monde de petites entreprises avec un savoir très précis et des emplois locaux qui représentent... ici, on a calculé sur une zone qui est un peu bizarre, Nord-Ouest Europe, mais qui se coupe à la moitié de la France. Mais c'était une zone de projet européen, mais on a calculé à peu près 15 000 emplois entre le Benelux, la France et le Royaume-Uni, et pour moins de 1% de matériaux récupérés. Donc si on doublait de 1 à 2%, on pourrait créer peut-être 30 000 emplois en réemploi. Moi, je suis un voisin. Voilà, je suis très content de ce qui se passe ici, avec simplement le regret que bientôt vous allez être obligé de déménager. Et donc, je suis architecte depuis quelques années, en fait, depuis 1974, vous voyez, ça remonte loin. Et il se trouve qu'on m'a aussitôt demandé d'enseigner, donc à l'école d'architecture, où j'ai enseigné pendant longtemps, mais aussi j'ai beaucoup construit dans toutes les échelles, que ce soit à partir du mobilier, d'aménagement intérieur, construction, réhabilitation lourde en centre historique, de plans d'urbanisme. Et donc cette attitude qui consiste à utiliser les matériaux en les remployant, c'est-à-dire pour moi l'économie, elle n'est pas en prenant des matériaux qui sont de la merde, mais plutôt quand une chose sert à plusieurs choses, on fait une économie. Et pour ça, il y a aussi des questions d'esthétique et donc de proportion pour l'harmonie, que ce soit dans les couleurs, les textures, les dimensionnements. Et si vous voulez, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour là, c'est-à-dire que vous remontez la rue, vous prenez à droite, et au 39 rue de Périole, il y a mon agence, et d'aller jeter un coup d'œil, ça sera mieux que de longs discours si vous le souhaitez. Et j'ai construit aussi la résidence Arago là derrière, mais enfin bon, voilà. Vous êtes bienvenus si vous le souhaitez. Merci beaucoup, avec plaisir après une petite bière. Et ça me fait rappeler une discussion que j'ai eue avec un architecte de Majorque qui m'a dit « Un problème crée toujours une solution ». Donc, si tu veux une bonne réponse, il faut que ta solution elle règle 3 problèmes, minimum. Sinon, tu réfléchis à autre chose. Non, en effet, en tout cas, pour l'autoconstruction, ça existe. Enfin, vous allez sur Le Bon Coin, il y a plein de choses. Et donc, finalement, on peut trouver beaucoup de choses pour construire soi-même. Et c'est une très bonne idée, peut-être dans les déchetteries, de mettre une donnerie avant, etc. Donc il y a beaucoup de choses à penser dans les infrastructures.
Je sais que la métropole de Toulouse réfléchit à un projet pour réunir différents acteurs du réemploi, etc. Donc il y a en effet beaucoup de choses à faire là-dessus. Pour les autoconstructeurs, en fait, moi je m'en fais pas trop parce que finalement c'est des gens qui ont plus du temps et pas d'argent souvent. Et donc quand tu as du temps, le réemploi, ça marche très facilement. Mais le problème, c'est surtout pour les professionnels. En fait, on n'achète pas des matériaux de construction comme on achète des affaires sur des vêtements sur Vinted. Et ça devient assez compliqué lorsqu'on est dans un cadre professionnel. Donc c'est là où il y a tout un effort qu'on a besoin de faire. Mais en tout cas, je trouve que ces suggestions-là sont pertinentes et c'est absurde que ça n'existe pas assez, ce genre de choses-là. Pour faciliter les échanges dans le voisinage, dans les collectivités territoriales, et c'est à développer, à soutenir. Mais voilà, moi je répondrais en tout cas pour garder un enthousiasme et être réaliste, de mesurer les ambitions, c'est commencer petit pour en effet s'y habituer, commencer par essayer de récupérer une poignée de porte et la mettre dans un projet déjà. Bon, c'est peut-être très facile, mais commençons par là. Pour pas éviter à avoir un surmenage ou trop de problèmes. Savoir si on peut se permettre d'être critique dans certains cadres. Et puis constituer son réseau avec qui faire l'état de l'art avant de réinventer la roue, regarder ce qui existe. Et ça, c'est déjà des choses qui permettent de bien encadrer, de pouvoir commencer de manière assez sûre sur ces questions-là. Merci beaucoup. Merci.